Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Moi je m'appelle Éléonore, tricot à faire sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Ravelry, toujours avec le même pseudonyme. Aujourd'hui coucou. Aujourd'hui on est le 3 octobre et c'est la sortie du Prune Cardigan, ce joli petit gilet dont j'arrête pas de vous parler. C'est un gilet que j'ai tricoté en test pour Bérénice VLS. N'hésitez pas à aller regarder les podcasts précédents pour en savoir un peu plus, mais en gros, pour rappel, c'est un gilet qui est donc en top-down, en construction épaule européenne. Hop, avec une très très jolie construction ici qui est à la pointe de la mode en ce moment. On a aussi des très jolies petites dentelles tout au long du cardigan. Vous pouvez le tricoter dans plein de matières différentes, plein de combos de fils différents. J'ai vu en coton, j'ai vu en laine, j'ai vu comme moi en fingering et mohair. C'est un calibre DK donc ça va assez vite à tricoter et vraiment c'est le basique qui manquait à ma garde-robe. C'est vraiment celui vers lequel je me dirige presque naturellement, presque instinctivement, tellement il est versatile. Je peux le mettre avec des pantalons, des robes, des jupes, avec un t-shirt en dessous, avec une chemise avec juste le joli col qui dépasse, ou comme là aujourd'hui, juste tout seul. Vraiment c'est THE pièce à avoir. Donc maintenant je vous mets le lien en description, et en parlant de la description vous allez pouvoir trouver plein de choses dans cette description. Les patrons desquels je parle, les tricopines que je mentionne, vraiment tout un tas d'informations. Donc n'hésitez pas à aller en description, regarder les petites merveilles qui s'y trouvent. Et puis moi je vais vous retrouver tout à l'heure. Aujourd'hui je voulais venir vous voir parce que j'ai déjà un milliard de trucs à vous raconter. Je n'ai pas un doublé terminé mais deux. Et j'ai aussi repris un projet qui était un peu en attente. Et j'ai aussi commencé à faire des échantillons pour un nouveau projet. Donc plein de choses à vous raconter déjà. Petit aparté météo, aujourd'hui il fait très beau, en tout cas là à l'heure où je vous parle il fait super beau, mais il fait quand même assez froid. Après dans l'appartement il fait encore chaud, il y a de la moquette partout ici, c'est très anglais de mettre de la moquette partout, et du coup ça garde quand même pas mal la chaleur, et donc je suis en t-shirt. Mais on est officiellement le deuxième jour de l'automne, donc on est le 22 septembre, et je commence à avoir envie de mettre mes pulls, de mettre mes gilets, et bon voilà quoi, j'en ai marre d'être en t-shirt, je sais pas vous, mais il est temps, non? Il est temps de les sortir. Alors, le premier ouvrage que j'ai terminé, je suis ravie de l'avoir terminé. Je l'ai terminé il y a déjà... Attendez. Non, hier en fait. Hier, dimanche. Il me restait juste à finir le rabat, à le mettre à laver et à le bloquer en douceur. Vous êtes prêts? Et ouais, voilà. Il n'y a plus de... Alors, il y a encore quelques fils à rentrer parce que je ne m'en suis pas encore occupée. Mais c'était vraiment hyper important pour moi de tout d'abord m'occuper du blocage, parce que si jamais vous voulez le faire, ou si jamais vous voulez utiliser cette super technique du double jersey à la fin, avant blocage, ça a rebiqué un petit peu, c'était un peu bizarre. Mais du coup là ça tombe super, donc je suis ravie. Donc la dernière fois que je vous avais quitté, je crois que j'avais fini les rangs raccourcis. Et il fallait que je fasse le jersey double au niveau du bas du corps. Et après il fallait reprendre les petites manches, faire quelques rangs ici de jersey simple, puis à nouveau cette finition en jersey double qui est super, je vais vous en parler juste après. Je trouve qu'on voit bien maintenant qu'il est terminé, le côté arrondi ici, qui est super chouette. Voilà. Et au niveau donc du jersey double, c'est une super finition. Si jamais vous faites le Tea No. 1 de My Favorite Things Knitwear, elle vous fait faire en fait
du jersey simple, puis elle vous fait changer de taille d'aiguille pour que vous fassiez toujours du jersey, et ensuite on vient faire la couture à l'intérieur. Et moi la couture c'est vraiment pas ce que j'ai trouvé le plus facile à faire, surtout sur du jersey en verre, enfin s'assurer qu'on est bien droit, qu'on est bien aligné, machin machin. Alors que là ça fait un rendu qui est quand même, je trouve, assez similaire. Et c'est bien plus simple en fait, parce qu'avec le jersey double, du coup, il y a une manipulation où il faut du coup faire en sorte qu'on ait pour chaque maille en réalité 2 mailles, une devant, une derrière. Et après on fait... alors oui, du coup ça double le nombre de mailles que vous avez sur votre rang, et les rangs paraissent extrêmement longs. Mais par contre, une fois que c'est fini, que vous avez fini la quantité de jersey que vous voulez faire, de jersey double que vous voulez faire, vous diminuez du coup vos mailles, et vous faites un rabat, et c'est fini quoi, il n'y a pas besoin de faire de couture. Et ça, moi je trouve que c'est quand même assez dingo. Et ça fait, je vais me rapprocher un peu, ça fait vraiment une très 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 belle finition, je trouve, très très chouette. Alors, ce qui est sympa avec mon... voilà, hop. Ce que je trouve chouette aussi, c'était pas, j'avais pas du tout pensé que ça ferait cet effet là, mais avec les variations de couleurs au sein de la laine, ça fait comme des espèces de rayures, et du coup ça met hyper bien en valeur le shaping que Océane a créé. Donc ici d'abord le fait que ce soit en yoke, et puis ensuite on tricote tout droit comme ça. Ici à nouveau tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et là l'effet rang raccourci sur la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est assez chouette en fait. Donc voilà. La broderie, bon bah voilà, je vous l'ai montré en long, en large, en travers. Vraiment c'est un morceau de bravoure, mais ça vaut vraiment vraiment le coup de le faire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi en mode je le fais du début jusqu'à la fin et je ne m'arrête pas. Vous pouvez vraiment le faire au fur et à mesure, vous pouvez la faire plus petite, vous pouvez faire qu'une seule fleur. Il y a des testeuses incroyables qui ont décidé d'en faire plusieurs. Voilà, incroyable. Et donc notamment, il y en a une notamment à laquelle je pense, qui a fait une version avec juste une fleur, et 2 versions sans fleur, et je trouve qu'il est aussi très 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 beau, juste tout simple, parce que bah, voilà, cette construction est vraiment hyper saignante. Je vous l'essaye. Gardez en tête quand même que j'ai fait une taille 100 alors que je fais un tour de poitrine de 84. Donc il est vraiment vraiment trop grand pour moi. Vous allez voir, il y a beaucoup trop de matière au niveau de la poitrine et au niveau des côtés quoi. Mais voilà, et le décolleté est un peu aussi un peu grand. Alors voilà, c'est de l'à peu près, hein, mais voilà ce que ça donne. Alors hop, hop, hop. Et ici je trouve qu'on voit vraiment bien le côté hop. Voilà, mais on peut presque mettre une deuxième personne avec moi. Et ici du coup il y a vraiment trop de matière, j'ai pas assez de poitrine. Voilà. N'en demeure que il est super à tricoter, la couleur est incroyable, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, il faut juste que je trouve quelqu'un qui l'aimera autant d'amour que moi. Voilà. N'hésitez pas, faites-le, il est incroyable, vraiment génial. Donc maintenant ma mission, ça va être de rentrer les petits fils et de compléter le carnet de test pour Océane, pour qu'elle ait toutes les informations. Voilà. Et il est fini. Et je suis quand même assez contente d'avoir réussi à le terminer dans les temps, largement dans les temps. Je pensais que ça me prendrait vraiment plus de temps. Je vais pas en refaire un tout de suite, mais je me dis que pour le printemps prochain, ça pourrait être vraiment hyper sympa de m'en faire un à ma taille. Une dernière chose, que je viens d'y repenser, mais une dernière chose dont je voulais vous parler à propos de celui-ci, c'est que du coup pour la taille 100, il me reste presque 70 grammes de mon 3e écheveau. Moi, en termes de longueur ici, comme je vous l'ai montré sur moi, il m'arrive au niveau d'à peu près la milieu de braguette sur mon pantalon de taille haute.
je pense que j'aurais largement pu le faire plus long. Là j'ai vraiment respecté les consignes à la lettre. Pour moi, si je l'avais fait dans ma taille, pour moi le porter, nickel au niveau de la longueur. Mais je pense, enfin la personne à laquelle je pense pour l'offrir, peut-être qu'il sera un peu trop cropped à voir. Mais du coup il reste quand même pas mal de reste par définition. Voilà. Donc comme je vous le disais, moi je pense que je vais l'utiliser dans mon bonnet Yuya. Mais voilà, ça fait quand même un reste assez conséquent sur cette taille-ci. Je suis curieuse de voir sur ma taille à moi combien il resterait de reste pour voir si j'ai ce qu'il faut en stock pour pouvoir potentiellement faire le faire quoi. Voilà. Je crois que c'est vraiment, pour le coup, vraiment la dernière chose que j'avais à vous dire sur ce replay. Hop, dans mon petit TARDIS bag, plein de champignons que je vous ai montré du coup dans le dernier podcast qui contenait mon haul de Unravel. Je vous avais parlé de ce petit combo de suri et de fingering à chaussettes. Une petite machine, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je suis parano, je vous dis parano. Hop, donc la suri et la fingering. On est sur un coloris rouge-rose Drayton, je crois, de chez The Little Grey Girl. C'est très doux le suri. Et je sais plus combien il me reste, mais il me reste je crois une 60aine de grammes de celui-ci. Et celui-ci je crois qu'il me reste une grosse... Oh là là. Je crois que c'était 50 grammes à la base, donc il doit me rester 29 ou 30 grammes. J'ai tout mis dans ma fiche Ravelry, donc je suis à jour. C'est bon. Vous êtes prêts? C'est bien une et deux chaussettes. Elles ont été lavées, il ne reste plus que les petits fils de début et de fin à rentrer. Alors, au niveau du... Donc j'ai parlé de la laine, done. Au niveau du patron, on est sur le Hibernal... Je crois que c'est dit comme ça, Hibernal DK Socks de Summerly Design. J'adore ce patron et j'aime beaucoup aussi les autres designs de Summerly Design. En l'occurrence le Hibernal Socks je l'ai déjà fait en fingering et ce que j'aime particulièrement dans ce modèle-ci c'est que en fait le... Attendez, je vous mets ça, je vous parle de ça après. Hop, donc c'est pas très réglementaire hein, comme bloqueur à chaussettes, mais c'est tout ce que j'ai à la maison, donc on va faire avec. Ce que j'aime tout particulièrement avec ce modèle, c'est que le motif de torsade ou de fausse torsade, parce que on n'a pas besoin d'une aiguille auxiliaire, se fait hyper simplement. On est sur une répétition de 4 rangs seulement, donc en fait ça va hyper vite. On fait nos 4 rangs et puis on se dit bon bah je fais la répétition suivante et ainsi de suite. En plus là on est en DK donc ça va à la vitesse de la lumière. Je l'ai commencé dimanche dernier, je l'ai fini hier dimanche, donc en une semaine c'est déplié, sachant que j'avais le replay en cours à côté, donc voilà. Au niveau de la construction, on commence par les côtes et une fois qu'on a fait les côtes, on va faire un rang de mise en place. Ce rang de mise en place il est un peu pénible je trouve, parce que bah, c'est en anglais hein, donc c'est du code, donc c'est je dis n'importe quoi hein, K1, P2, K3 bref. Et moi et mon petit cerveau, il faut qu'on soit hyper concentré sur ces quelques premiers rangs de mise en place du motif pour être sûr qu'après c'est bon. Mais, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle le précise, Summer, dans son patron, elle dit ça paraît très compliqué parce qu'il y a le code est écrit de manière assez dense, mais une fois qu'on l'a fait une fois, tout le reste de la chaussette se fait comme ça. Il n'y a plus besoin de regarder le motif, enfin le patron pardon, parce qu'en fait on se repère hyper bien dans son motif. Donc hop, on fait jusqu'ici
devant, derrière le motif. Ensuite on fait un talon à gousset renforcé, un talon renforcé à gousset, pardon, comme ça, voilà. Et puis ensuite au niveau du pied, on fait le motif sur le devant et ensuite en dessous du pied c'est du jersey tout simple. Et on finit par faire une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. D'ailleurs je trouve qu'elle est un peu carrée cette pointe, mais ma foi, ça fera tout à fait l'affaire. Et après, on refait la même chose. Et ce qui est génial, c'est qu'on se concentre sur la première pour faire en sorte que la longueur de pied soit bonne. Et après, pour la deuxième, il n'y a plus qu'à compter le nombre de répétitions qu'il y a et c'est facile à reproduire sur la deuxième. Donc voilà, donc mes petites chaussettes, elles sont prêtes. Je vous dis, il ne reste plus qu'à rentrer ici les petits fils. Et puis voilà, après je pourrais les offrir. Et j'espère faire une heureuse. Je vous parle juste de ce petit outil qui est une règle à chaussettes. Hop, voilà. Alors moi la mienne vient de chez Apollonie qui a fermé boutique malheureusement. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, j'ai beaucoup de ces anneaux marqueurs qui étaient très jolis, très délicats. Voilà. Je les aime beaucoup mais bon malheureusement maintenant c'est collector. Donc comment fonctionne une règle à chaussettes? Il y a plusieurs types d'indications sur cette règle. La première graduation c'est des inches. Moi je n'utilise pas les inches, ça m'énerve. Donc voilà. La deuxième graduation c'est des centimètres. Et c'est hyper cool parce que du coup vous posez votre règle par terre et puis comme quand on va chez le magasin de chaussures, voilà, chez le chaussurier, on peut ensuite venir prendre la mesure exacte de son pied. Moi je sais que je fais 26 cm au niveau de ma longueur de pied. Et ensuite, à côté, ah non, je dis que je vous faisais une photo. Et ensuite, à côté, on a deux petites graduations qui sont placées vraiment au bon endroit à côté de nos graduations en centimètres et en inches pour nous donner les tailles correspondantes en taille de chaussures. Pourquoi est-ce que c'est super pratique? Parce que pour moi par exemple, je sais que mon pied fait 26 cm, je fais un grand 39, petit 40 à peu près. Et voilà, donc hyper facile du coup de dire bon si comment dire, mon pied fait 26, sachant qu'il faut à peu près 2 cm, 2 cm et demi d'aisance négative, bon voilà, il faut que je fasse 20... Je suis nulle en calcul mental. 23,5, allez, entre 23,5 et 24 ma longueur de chaussettes. Mais par contre, quand on n'a pas le pied de son ami, par exemple, sous la main, mais qu'on sait quelle pointure il ou elle fait, on peut du coup facilement reporter et savoir si ma pote fait du 37, son pied fait 24 cm, donc il faut que je fasse 22 cm de longueur de pied de chaussette. Et c'est génial, voilà. Il y a aussi ici une petite... j'ai dit que je vous faisais une photo, pourquoi je m'embête à vous montrer? Il y a aussi sur celle d'Apollonie, celle que j'ai, je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça permet en fait de mesurer notre taille d'aiguille. Donc voilà, ça aussi c'est pratique. Je l'utilise un peu plus maintenant que je fais un peu plus des chaussettes, mais voilà, c'est pas indispensable, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous débrouiller avec un mètre à mesurer, une règle, tout ce qui est de plus simple, mais ce que je trouve pas mal, c'est vraiment cette correspondance entre la longueur de pied en centimètres et la taille au niveau des chaussures. Voilà, et du coup ça va me servir maintenant à vous montrer de manière approximative mes petites chaussettes. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ces Hibernal Socks de Summerly Design en rouge que je vais offrir. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Je vais maintenant vous parler de mon
Agnette Cardigan. Alors, la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous avais montré que j'avais en fait un problème, c'est-à-dire que au niveau du bas du corps, quand on vient changer de motif, en fait on arrête de faire de la brioche et on vient faire des côtes, il y avait un truc qui allait pas et en fait je m'étais rendu compte que j'avais fait mon rang d'augmentation du mauvais côté, ce qui faisait que ça rendait pas hyper bien sur l'endroit. Et hier, hein, je vous dis, hier ça a été une journée pleine de réussite. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai enlevé mes aiguilles, j'ai détricoté et alors l'avantage c'est que ça faisait un moment que le fil était tricoté, donc il a gardé quand même une certaine forme et en plus comme il y a du mohair et que le mohair en fait avec les fibres il se tient bien, ça a été assez facile à récupérer la brioche. Et en fait, j'ai du coup pu faire j'ai pu faire mon rang d'augmentation du coup du bon côté. Et je sais pas si vous allez bien le voir, mais alors, attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Voilà, hop, ici. Voilà en fait l'effet qui était attendu. Il faut qu'on puisse voir comment ça s'appelle, la côte en fait de brioche se scinder en deux, comme une petite fourchette. Alors que de l'autre côté, on le voit pas. On voit pas cette scission de la colonne de brioche. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai quand même bien avancé hier, puisque je dois bien avoir... hop, prendre la petite ragonnette à peu près. Hein. Ouais, je dois bien avoir 4 cm à peu près déjà de côte. Il me reste, je crois qu'il faut faire 6 ou 7 cm de côte, donc j'en ai encore pour un petit moment. Et après, du coup, je viendrai récupérer mon petit... Voilà, parce que là, hop, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un trou. Il y a un petit trou là. Pour l'instant, j'ai pas encore compris pourquoi elle nous faisait faire ça en 2 temps. Voilà. Mais peut-être que tout va se révéler à la prochaine étape. Mais voilà. Encore une fois, ça se fait très bien. Alors, je galère un peu parce que donc j'avais des rangs de brioche. Sur mon replay, j'avais des rangs de jersey double. Sur mes côtes de chaussettes, comme j'étais en plein milieu de mon jersey double, j'ai eu des moments où j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais ça. Là, je suis repartie sur des côtes. Parce qu'en fait, entre le point de brioche, le point de côte et le point de jersey double, les gestes sont similaires mais pas tout à fait pareils. Donc il faut vraiment pas s'y perdre. Voilà. Donc ma foi, je suis assez contente d'avoir fait ça. Ça avance assez vite là. Hein. Je suis assez contente. Puis voilà, bientôt j'aurai fini le corps. Alors est-ce que je vais vraiment faire avancer celui-ci au moment du déménagement? Je ne sais pas, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer après. Mais en tout cas, la grosse partie du corps est faite, quoi. J'en reviens pas. Alors qu'est-ce que ça donne porter? Hop. On enlève les cheveux, voilà. Nickel. Hop. Alors par contre là je porte donc un pantalon de taille haute, hein, comme ce que je porte d'habitude. Hop, si on resserre un petit peu les aiguilles, voilà. Donc là on est là, il doit me rester à peu près 2 cm à faire, donc ça va être bien. Ça va être très bien même. Hop, hop. Sachant que ici je peux bien gagner 2 cm par tranche de 5 cm, donc ça a un pouvoir d'extension, un potentiel d'expansion quand même assez conséquent. Trop contente. Voilà. Voilà pour celui-ci. Bien, je vous retrouve un peu plus tard la même journée parce que, comme d'habitude, je n'ai soit pas assez de batterie, soit pas assez de place sur ma carte mémoire. Donc, je suis tout le temps en train de jongler. J'espère qu'un jour, j'arriverai à mieux m'organiser, mais enfin, quand bien même, je vous retrouve du coup maintenant. J'ai une dernière chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui et il est dans ce sac à pyjama que j'avais acheté chez Monoprix il y a de cela une éternité. Des petites baleines qui sont trop mignonnes.
Pourquoi est-ce que je vais vous le montrer aujourd'hui? Parce que après avoir terminé du coup mes deux ouvrages, donc le replay et les Hibernal Decay Socks, et été extrêmement sage et repris mon lanier de cardigan, j'ai envie de monter autre chose. Et avec une de mes copines du tricoté, on a décidé de monter un croisière de MCL Knit, donc Marie-Christine Lévesque. Je sais plus d'ailleurs si c'est MCL Knit ou MCL Design, bref, c'est Marie-Christine Lévesque. Et le croisière, je l'avais déjà réalisé, je crois que je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Et là, cette fois-ci, je voudrais le faire vraiment dans cet esprit marinière, donc avec les rayures. Est-ce que je mettrai les boutons? On verra le look final. Enfin, j'ai bobiné du coup mes échevaux de laine rustique que j'ai acheté à Unravel il y a de ça une semaine, 10 jours, voilà. Donc pour rappel, c'est ces deux coloris là, donc le gris plus clair, ça va être le fond, et de ce côté-ci, le marron, ce sera les rayures. La grise, c'est une qualité en déca, alors que celle-ci, c'est de la fingering. Mais voilà, il a vraiment fallu que je fasse des échantillons parce que au niveau donc du rendu, je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Donc pour rappel, la marron, donc mon contrastant, c'est de la Nelly & Eve 100% Shetland Wool. Et la gris clair, c'est de la Ginger and Pink et c'est alors 90% ex-Morgue Face et 10% Zwartblues. Le nom impossible à dire. Voilà. Donc au niveau de mes échantillons, c'est le bazar parce que j'ai pris juste pile poil ce qu'il faut pour faire le pull. Donc je voulais réaliser les échantillons pour m'assurer de la taille que ça va donner. Mais en même temps, et je voulais voir s'il fallait vraiment que je tricote ma laine brune en double ou si je pouvais simplement la tricoter en simple. Mais je ne voulais pas couper le fil parce que je vais probablement avoir besoin de tous mes échevaux. Donc c'est pour ça que nous avons cette situation qu'il va falloir un moment que je résolve. Pourquoi est-ce que j'ai fait plusieurs échantillons? Je vais vous faire une vidéo dédiée sur les échantillons parce que c'est un sujet qui divise et qui est hyper important. Et il y a quelques clés sympas à savoir sur pourquoi et comment faire un échantillon qui en vaille la peine. Moi j'adore vraiment faire les échantillons, mais je commence déjà à vous parler de la vidéo que je vous ferai après. Je reviens. Revenons à nos échantillons à l'heure actuelle. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc j'utilise... alors j'ai fait des petites notes ici pour pas oublier parce que sinon avec ma mémoire de poisson rouge, voilà. Donc là c'est tricoté en 4,5 comme ce qui est recommandé dans le patron, avec la laine chocolat là, tricotée en double. Et je trouve que du coup le chocolat il est un peu rigide. Après je ne les ai pas lavés parce que il va falloir que je les utilise, donc je ne veux pas les... voilà. Donc ça peut avoir un impact, ça peut changer au moment du lavage, mais voilà, je trouvais que c'était peut-être un peu dense. Du coup, j'ai fait en 4,5 ici le chocolat tenu en simple, je ne sais pas si vous allez voir, mais je trouve qu'il est pour le coup un peu déjaugé. Tricoté en simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un deuxième échantillon où oh, j'ai tout qui tombe. Donc un deuxième échantillon, cette fois en 4 pour voir si ça pouvait le faire. Et là, je trouve que la laine gris clair, elle est trop densément tricotée. Et je trouve que au niveau du marron, c'est encore un peu déjaugé, quoi. En fait, il faudrait idéalement la tricoter, je pense, en 3,25. En 3,5, pardon. Bon, voilà. Donc je pense que je vais en parler avec ma copine avec qui on va Caston demain. Mais je pense que je vais partir sur l'échantillon norme, enfin celui qui est recommandé par Marie-Christine Lévesque dans son patron, en 4,5, avec des rayures marron qui seront un tout petit peu plus denses. Mais parce que là, l'avantage, c'est que je suis vraiment spot on sur
sur l'échantillon. Donc je sais que je peux faire la taille... Enfin voilà, la taille que je vais choisir sera... pas très facile à expliquer, mais en gros, avec l'échantillon que j'ai fait là en 4, il faudrait que je tricote une taille, je sais pas, une taille M ou L, alors que si je respecte bien l'échantillon ici en 4,5, je peux faire la taille S comme habituellement en fait, parce que ça fera bien la longueur, enfin je sais pas comment l'expliquer. Il va vraiment falloir que je m'améliore pour mon épisode spécial échantillon. Donc voilà, donc je verrai bien ce que dira mon ami demain, mais a priori ça va partir là-dessus. Mais il y avait autre chose qui me plaisait bien, c'est donc sur cet échantillon un peu petit, que j'ai tricoté en 4, où j'ai mon chocolat qui est tricoté en simple. Quand je le plie comme ça, je trouve que ça fait hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce petit détail là. Et du coup je me dis que ça pourrait être très sympa de faire le col, les poignées de manche et le bas du corps avec une ou deux un ou deux rangs de contrastants. Ça pourrait être sympa, non? Après il faut voir parce qu'au niveau des côtes, bon, ça à voir comment ça se fait, mais ça peut être faire le dernier rang, faire un rang en jersey histoire d'avoir une coupure nette, un rang de côte et puis ensuite de faire le rabat à l'italienne avec la couleur contrastante. Je pense que ça pourrait être assez joli. Et au niveau du col, ça je sais pas encore ce que je vais faire parce que dans le patron, Marie-Christine Lévesque propose de faire un col double. Et dans ce cas-là, simplement faire 2-3 rangs de jersey tout simple, ça ferait une belle finition, puis on refait les côtes de l'autre côté. Ou alors je fais, comme j'ai dit pour la manche par exemple, ou pour le corps, avec un col simple. Ça je verrai quand j'y serai parce que le col est monté après, c'est pas la première chose qu'on fait, donc bon. J'ai le temps de voir venir, mais voilà, je voulais vous le montrer maintenant parce que au niveau de mon planning de vidéo, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-ci va sortir, mais là je vais le monter demain quoi, donc j'avais envie de vous montrer un peu ce que ça donnait, voilà, les éléments de réflexion à avoir avant de commencer un projet. Moi je fais quasi toujours un échantillon, juste pour avoir le plaisir de voir qu'est-ce que ça va donner le tissu quand je vais me mettre à tricoter. C'est aussi un plaisir aussi de dégustation de la laine quand elle est tricotée. Parce que ces laines-ci sont quand même assez rustiques par rapport à ce à quoi j'ai l'habitude de tricoter, donc il va peut-être falloir que je me crème les mains un peu régulièrement quand je ne tricote pas, juste histoire de ne pas me flinguer la peau. Mais là quand je le touche, c'est assez agréable en fait. Alors que quand je l'avais en écheveau et que je le mettais là, je me disais oh, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non, en vrai ça va être super chouette. Donc voilà. Au niveau de mes rayures, il est possible que je fasse pas commencer les rayures exactement au même endroit que MCL de Marie-Christine Lévesque. Parce que je crois que ça commence, je vous mettrai une photo, ce sera plus simple. Mais je crois qu'elle commence quand même assez haute, assez haut sur le corps les rayures. Moi je vais peut-être le faire commencer plutôt un peu plus bas. On verra, c'est des choses qui peuvent tout à fait se décider au fur et à mesure au cours du tricot. Mais voilà, donc demain je vais voir ma pote. Et ma pote, c'est marrant de dire ça parce que elle est à la retraite. Donc voilà, ma pote à la retraite. Voilà. Je lui dirai ça demain, ça va la faire rire. Donc ouais, donc demain on monte ça et puis ça va avancer, je pense que ça va avancer assez vite parce que de mémoire j'avais mis 1 mois à faire le premier, ce croisière en Irlande comme je l'avais appelé dans Ravelry. Donc ça peut aller assez vite. C'est l'avantage en fait de tricoter en DK en 4,5, c'est que ça va beaucoup plus vite que de tricoter en 3. Voilà. Ok, je vous laisse là pour l'instant. Je sais pas du tout, on verra.
Voilà. À très vite, j'ai du taf. Hello hello, on se retrouve pour cette deuxième partie de podcast. Il s'est passé plusieurs jours entre la dernière fois que j'ai filmé et aujourd'hui. On est officiellement le 1er octobre et je suis joie parce que c'est le mois des vlogtobre. Donc voilà, il y a pléthore de contenu tricotesque à consommer. Si vous avez un moment où vous pouvez en abuser, c'est maintenant. Moi ce matin j'ai regardé le premier épisode de See You Later Knits, Madame Bibiche, que j'adore. Je suis aussi en train de regarder l'épisode de Lysandre. Je crois que Éléonore, fille de nuage, va aussi en faire. Donc pareil, j'ai hyper hâte de voir un peu ce qu'elle va nous proposer. Elle est toujours pleine de créativité, pleine de choses à nous raconter. Donc voilà, je suis survoltée cet après-midi, c'est quelque chose. J'ai 3 choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Une belle avancée sur mon Agnette cardigan. Je crois que la dernière fois aussi, je vous ai montré l'échantillon pour mon croisière de l'amitié que je fais avec mes copines du tricoté d'ici. Et puis une petite surprise en plus. Bon, on commence tout de suite avec le Agnette. Alors, on va commencer tout de suite avec le Agnette cardigan. Alors vous voyez qu'il n'est plus raccroché à aucun fil, pour la bonne et simple raison que depuis la dernière fois que je suis venue vous parler, j'ai fini le corps. Il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois au niveau de la bande de boutonnage parce que j'avais mal calculé mon cou et j'avais placé un trou de boutonnière un peu trop haut et du coup ça n'allait pas bien. Donc eh bien voilà, vu l'ampleur de l'ouvrage, je préférais perdre entre guillemets un petit peu de temps à défaire cette partie là et la refaire correctement. Donc ça c'est bon. J'ai aussi compris pourquoi est-ce que Petite Knit nous faisait changer de... Enfin, nous faisait arrêter de... Comment dirais-je, nous faisait arrêter de tricoter la bande de boutonnage et la mettre en attente avant de commencer à faire les côtes. C'est parce qu'en fait on vient changer de taille d'aiguille sur cette dernière partie de la patte de boutonnage au niveau des côtes pour que ce soit un peu plus dense et que ça vienne faire une belle continuité. Donc je ne sais pas si vous l'aurez vu correctement au niveau de la vidéo, mais j'essaierai de vous mettre une photo et cette fois j'essaierai de m'y tenir. Du coup ça fait une belle continuité. J'ai déjà rentré presque tous mes fils. J'en vois un là, un petit fil de mohair qui dépasse, mais ça va être facile à venir rentrer. J'ai aussi mis une petite étiquette parce que j'avais envie. Déjà. Donc là c'est une étiquette collector puisque Apollonie qui faisait ces étiquettes là a fermé boutique. Et ce qui est important aussi, c'est que une fois que j'ai eu terminé toute cette partie corps, je suis venue bloquer mon ouvrage parce que j'étais un peu inquiète de savoir où est-ce qu'il allait réellement tomber. Et hop, alors, avant blocage, j'avais une hauteur totale de 40 cm entre ici et le bas et 42 cm de large. Je crois que après blocage, je suis toujours à peu près à 42-45 cm de large. Par contre, j'ai gagné en longueur. Ce qui était un peu mon plan initial. Parce que je voulais pas qu'il soit trop long, mais voilà, il fallait quand même qu'il descende suffisamment bas pour couvrir le haut du pantalon, quoi. Voilà. Je vous recule un petit peu, juste histoire que vous ayez une meilleure vue. Alors... voilà ce que ça donne une fois qu'il est porté. Donc il arrive pile à la bonne hauteur pour moi, voilà, au-dessus du jean, sachant que moi je porte souvent des tailles hautes. Voilà, il faut imaginer ici avec les boutons, clac clac. Et ma foi, il est pas mal moi je trouve. Voilà, donc voilà, moi je suis hyper contente. Je vous avoue qu'une fois qu'il a été entièrement sec, je me suis amusée à le porter même comme ça, comme un petit gilet sans manches.
j'aime bien. Je pense qu'une fois qu'il aura des manches, je vais vraiment pas mal le porter. Je trouve que même ouvert, il est super beau. Bon, au niveau de la découpe de la manche ici, ça fait un peu bizarre quand il n'y a pas de manche. Mais en soi, c'est mon chat qui fait des bêtises. Mimi, non. Bref, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, ouais, du coup, je trouve que de face, ça peut le faire. De dos, c'est un peu bizarre. Mais franchement, il est superbe. Il est superbe. Donc maintenant, la grosse mission, ça va être de repartir sur les manches. Donc ça va être une autre expérience de tricot parce que la brioche en rond, on retrouve un peu ce concept de des rangs droits, des rangs envers, des rangs droits, des rangs envers pour obtenir voilà, ce motif-là. Donc à voir, je suis pas du tout sûre de pouvoir finalement m'en occuper là dans l'immédiat parce que j'ai d'autres choses. Mais bon, voilà. En tout cas, je voulais vous expliquer où j'en étais rendue avec celui-ci. Alors, le suivant qui est dans ce petit sac à projet, c'est le croisière de Marie-Christine Lévesque que je tricote avec une de mes copines du tricoté d'ici. Et pour moi, du coup, c'est le tricoté de l'amitié. Parce que ma copine Jane, elle a choisi un combo de fils qui est en fait des laines qu'elle a récupérées, rachetées de d'autres copines qui en avaient fait, qui les avaient utilisées pour d'autres projets, enfin bref, voilà. Donc je trouve que c'est assez, ouais, assez parlant, assez parlant, la croisière de l'amitié. Donc, là, alors là, j'ai un milliard de trucs à vous raconter là-dessus parce que bah, j'ai quand même pas mal avancé. Donc, c'est une construction avec des manches montées. Donc on commence par faire... alors attendez, que je me souvienne. On commence par faire le dos. On monte un certain nombre de mailles à ce niveau-là. Et on vient créer le motif de côte-torse qui se trouve sur les épaules. Voilà. Et puis on vient tricoter en aller-retour pendant un certain temps jusqu'au moment où on va venir créer les manches, puis encore un petit peu en aller-retour et ensuite on vient créer l'arrondi du col. Ce qui fait que au niveau du col, il est quand même assez bas devant, il n'est pas trop trop près du cou, ce qui est assez chouette. Ensuite, on vient faire le corps, faire les manches et ensuite, en théorie, on est censé venir finir avec le col. Comme vous le savez, moi je préfère faire le col en premier parce que je trouve que c'est mieux d'un point de vue se projeter dans l'ouvrage terminé. Ensuite, je trouve que c'est mieux d'un point de vue construction parce que ça nous permet du coup de savoir exactement comment l'ouvrage va tomber au niveau des épaules et du cou pour savoir à quel endroit est-ce qu'on va vraiment venir terminer ces manches parce que sinon en fait le col est vraiment beaucoup plus ouvert que ce qu'il n'est là à l'heure actuelle. Et aussi j'avais cette idée de faire un col avec un rabat d'une autre couleur, voilà, de la couleur de mes rayures et j'étais assez curieuse de voir l'effet que ça allait rendre. Donc au niveau de cette petite finition là, ce que j'ai fait c'est que donc j'ai fait mes côtes. Attendez. Cathy, qu'est-ce que tu fais? Non. Donc, je disais. Je reprends. Donc, au niveau de la finition du col, et pour avoir cette finition bicolore au niveau de la fin du rabat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les côtes torse comme c'est recommandé dans le patron pendant un certain nombre de rangs, je ne sais plus combien pour être franche, et puis j'ai fait un rang de jersey avec ma couleur contrastante. Faire un rang de jersey dans des côtes, ça permet d'avoir une coupure nette au niveau de la rayure, parce que sinon, si vous continuez le motif de côte,
il va y avoir comme un effet de jeu de avant-arrière qui fait que la rupture n'est pas nette. Or moi je voulais vraiment une rayure nette. Et puis donc un rang de jersey, ensuite j'ai fait un rang de côte et ensuite j'ai fait un rabat à l'italienne. J'ai pas fait les rangs de préparation du rabat tubulaire, j'ai vraiment directement fait à l'aiguille pour avoir quelque chose d'assez plat et d'assez... voilà, enfin d'avoir une rayure marron ici qui soit quand même assez fine. Voilà. Ensuite je me suis lancée dans les manches parce que pourquoi pas. Voilà. Et puis c'est là que j'ai douté. C'est là que j'ai douté et que j'ai décidé de bloquer mon ouvrage après avoir fait les 2 manches, avant de faire les côtes, pour avoir une meilleure idée de la longueur des manches. Parce que au niveau de mon échantillon, j'ai fait mon échantillon à plat de manière tout à fait classique, mais je ne l'ai pas lavé parce que je pensais que je serais un peu short au niveau de ma laine. Spoiler, en fait je ne serais pas du tout short au niveau de ma laine principale, donc voilà, j'aurais pu garder mon échantillon. Et je me doutais que voilà, mon échantillon allait probablement gonfler, évoluer un peu au niveau du lavage. Et effectivement ça a été le cas puisque j'avais... Enfin, quand je n'avais pas encore lavé ma laine, j'avais l'échantillon parfait, donc 20 mailles sur 28 rangs. Par contre, une fois que j'ai eu lavé et bloqué mon tricot, sans faire un blocage agressif, hein, je suis passée à 18 mailles et 24 rangs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que j'ai gagné en aisance positive au niveau de mon ouvrage. Ce qui me va très bien pour cet ouvrage-là. Mais du coup, j'avais fait mes manches un peu trop longues. Donc j'ai défait mes manches et ensuite je suis venue faire des côtes. Donc j'ai fait des côtes assez longues parce que je voulais qu'elles soient voilà, assez longues. Et j'ai refait exactement la même manipulation au niveau voilà, de ce liseré en bout de manche. Et je ferai probablement la même chose au niveau du corps. Ce qui est rigolo, je ne sais pas si vous allez bien le percevoir à la caméra, mais il y a une différence entre ces deux... oula, voilà, entre ces 2 manches au niveau des côtes. En fait, sur celle-ci, elle est plus droite, je trouve, plus large. Et c'est parce que j'ai utilisé mes Xiaogu en métal sur un câble de manche. Je sais plus, je crois que c'est du 35 cm, je dirais, je vous reconfirmerai ça, mais voilà. Et du coup, elle est assez droite. C'était pas du tout confortable à tricoter parce que du coup, je devais beaucoup tirer pour faire glisser mes mailles, donc c'était pas très agréable. Et sur celle-ci, du coup, je suis passée sur des mini circulaires et ma tension est différente et on voit que bah, finalement, j'ai pu serrer beaucoup plus et donc elle a un effet un peu plus resserré. Alors, je pense qu'au blocage ça va s'améliorer, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est marrant de voir comment deux tools, 2 outils différents, pourtant c'est la même circonférence d'aiguille, en termes de taille d'aiguille, c'est du 3,5 pour chaque manche, bah, ça fait un rendu qui est sensiblement différent. Et je préfère ce côté-là que celui-ci. Et au blocage, bah, j'essaierai de rendre celui-ci un peu plus souple. Voilà, et donc une fois que j'ai fait mes côtes, bah, j'ai repris mon corps tout simplement. Et c'est marrant, vous allez voir la magie du blocage en action. Hop, si je vous montre comme ça. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien la démarcation ici? Donc tout ce qui est ici à ce niveau-là a été bloqué. Et tout ce qui est ici, à ce niveau-là, n'a pas été bloqué encore. Et je trouve que, alors, je sais pas si on le verra bien à la caméra, encore une fois, je m'engage à prendre une photo et à vous la poster, ici. Mais je trouve que là où c'est pas encore bloqué, il y a des irrégularités, il y a des mailles qui sont pas hyper bien placées, alors que sur la partie qui a été bloquée, le tissu a vraiment pris en drapé, il est devenu beaucoup plus souple, plus doux aussi, et les mailles se sont comme rangées entre guillemets. Donc voilà, si je vous l'essaye, je suis assez fan de ce pull. Alors ça reste un pull quand même
assez rustique, hein, on va pas se mentir. C'est pas le pull le plus doudou. Ouais, tout à l'heure je portais le gilet noir. Là on n'est pas sur la même douceur, la même cositude. Mais il va être bien chaud pour l'hiver, ça va être super. Je trouve qu'il a un côté très country chic. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là j'hésite et vous allez me dire ce que vous en pensez. En théorie ici je pourrais simplement venir rajouter les côtes. Mais j'ai suffisamment de laine pour refaire une série de rayures. Donc une claire et une marron et une claire, puis les côtes. Donc voilà, j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, vous allez m'aider à décider. C'est vrai que j'ai pas mal de petits pulls cropped qui tombent voilà, juste au niveau de la ceinture. Peut-être que ce serait sympa d'en avoir un peu plus long. Mais j'ai toujours cette problématique, cette question de est-ce qu'au niveau morphologique, si je fais un pull plus long, est-ce que ça va m'aller bien ou pas? I don't know, you tell me. Voilà. Mais vraiment je l'aime beaucoup. Au niveau des laines, je vous en ai déjà parlé pas mal dans les précédents podcasts, donc je vais me contenter de les afficher et ne pas essayer de... Ouais, oui, si, non, non. Oui, coucou, c'est encore moi, désolée. Je me suis rendu compte au montage que, bon, il fallait quand même que je vous montre un peu plus en détail les laines parce qu'il y a eu un petit changement par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo quand j'étais encore que à la phase échantillon. Donc on a celle-ci qui est une Deka Pink and Ginger qui est voilà, un mélange assez rustique de... Voilà. Je vais retrouver le papier parce que je sais que c'est dans le sac. Yes! Wouhou! Donc c'est du Exmore Blueface à 90% et 10% de Swartburst. J'étais au tricoté l'autre jour et même mes copines anglaises elles galèrent à dire Swartburst. Donc voilà. Et c'est le coloris Brume qui est un très joli gris, un peu pas chiné, mais il y a quand même quelques petites pointes de gris plus sombre dedans. Voilà. Ensuite on a celle-ci qui est du coup de la Nelly & Eve 100% Shetland Wool. Et là on est sur une fingering un petit peu fine puisqu'on a 415 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 100% Shetland. Et le coloris c'est Dark Chocolate. Et je sais pas si vous... Enfin, vous devez probablement vous en souvenir, puisque vous venez de le voir. Mais moi, c'était il y a quand même quelques jours. Le problème que j'avais, c'était que la grise, c'est de la Deka, et la marron, c'est de la fingering. Et quand j'ai fait mes échantillons, le fait de tenir celle-ci en simple avec celle-ci en simple aussi, ça me rendait un tissu qui était un peu trop déjaugé à mon goût. Mais quand je tenais celle-ci en double, c'était trop dense et ça crée aussi comme un espèce de... le tissu en gris, le tissu en marron, le tissu en gris, bref. J'espère que ce sera clair, mais ça faisait comme un escalier au niveau des rayures et du coup ça aurait pas rendu bien au niveau du tissu du rendu final. Et quand je suis allée voir mon amie Jane, c'était la semaine dernière, mardi dernier, ouais ça doit être ça, et qu'on a castonne ensemble notre croisière de l'amitié, elle m'a conseillé de rajouter un mohair avec cette fingering pour justement que le mohair vienne combler un peu les trous et que je puisse tenir celle-ci toute seule, enfin simple, avec le fil de mohair. Et bah, c'est ce que j'ai fait, hein. Alors j'ai pris 2 pelotes mais finalement une seule ça va me suffire largement. Donc j'ai pris du mohair de chez Isager, voilà, c'est un beau brun, vraiment exactement la même couleur, bien chocolat. Donc là normalement de mémoire c'est du 70% de Super Kid Mohair
et 30% de soie, si je dis pas de bêtises. Mais bon, vous l'avez sous les yeux normalement, donc vous pourrez voir. Et c'est le coloris 34 brown, dark brown. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est que, et vous le voyez normalement assez bien ici, c'est que le fil de soie a vraiment bien pris la couleur. Parce que quand je suis allée en mercerie, au début je les ai pas vues celles-ci. J'avais vu l'autre qualité d'Isager qui est la Fine Soft, Soft Fine. C'est un autre fil un peu fluffy comme ça où il y a de l'alpaga, de la soie et un petit peu d'yak aussi. Et là, le fil de soie, il était très blanc en fait. Et du coup, ça faisait un effet chiné qui, en soi, est pas... en soi... là, je me fais rire toute seule. Donc ouais, le fait que le fil de soie soit blanc, ou en tout cas beaucoup plus clair que le fluff qui lui était pour le coup bien sombre, ça fait un effet chiné qui n'est pas désagréable, voilà, mais c'était pas du tout l'effet que je voulais. Et finalement j'ai demandé s'ils avaient bien cette couleur là que j'avais repérée au préalable sur le site, et elle me les a trouvées et c'était vraiment le match parfait puisque, hop, vous voyez, on est vraiment sur la même couleur quoi. Alors la fingering a quelques touches un peu plus claires puisque il y a c'est une autre laine, mais dans les faits je trouve que ça rend vraiment bien quoi. Donc c'était la super idée de mon amie Jane, et si je vous montre un peu plus de façon plus propre hein, que l'autre jour, hop, voilà ce que ça donne. Donc on est vraiment, il n'y a pas du tout d'effet chiné sur la rayure, c'est vraiment exactement la même couleur et j'ai plus cet effet déjaugé qui m'embêtait quand je tricotais la chocolat toute simple, donc je suis assez contente. C'est assez discret puisque finalement même la grise elle a des petits poils qui dépassent. Je sais pas si on arrivera à bien le voir. Il fait le point. Bon, je verrai au montage si ça marche. Mais du coup je trouve que ça rend vraiment sympa, c'est super. Voilà, c'était le petit point laine et fibre pour le croisière. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, mais je vous retrouve tout à l'heure. Et donc le dernier projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet qui se trouve dans mon TARDIS. Maintenant vous savez. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai absolument craqué. Pendant que mon croisière était au bain, j'avais besoin d'autre chose. Et j'avais pas envie de monter les manches de mon cardigan. Bon, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai monté ceci. Alors, vu comme ça, c'est pas forcément hyper parlant, mais c'est le fameux bonnet Yuya dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire des mois. Et voilà, j'ai craqué. J'ai décidé que... En fait, je sais plus quand, on était en train de se promener et j'ai eu froid aux oreilles. Il y avait beaucoup de vent et c'était un vent très froid. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'un bonnet. Bref, donc voilà, donc j'ai craqué. Il a une construction très intéressante le Yuya parce que on fait une première partie de bonnet et ensuite on va faire une deuxième partie de bonnet qu'on viendra rentrer dans la première. Ou l'inverse, parce qu'il est réversible. Et la première chose qu'on vient faire, c'est un montage provisoire. Donc voilà, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous allez me croire sur parole. Il y a là, voilà, un montage provisoire. Et on vient ensuite, voilà, hop, on va voir, c'est pas facile à montrer. Ici, on va placer deux marqueurs qui vont servir à positionner correctement une petite broderie, parce que c'est possible sur ce patron de faire une petite broderie.
Moi il se trouve que j'ai décidé de ne pas faire de broderie finalement, parce que j'ai déjà fait de la broderie il n'y a pas longtemps, et parce que, comme vous le savez probablement, si vous avez déjà regardé des épisodes où je vous en parle, j'ai envie de faire la partie jacquard sur le haut de la tête. Donc voilà, je trouvais que j'avais pas forcément besoin de rajouter une broderie en plus. Voilà. Voilà, et ça avance à la vitesse de l'éclair cette chose. Et pourtant je suis sur des toutes petites aiguilles parce que je suis en 2.5. Oui madame. Et vous avez vu la taille des aiguilles, je suis en Magic Loop. Je vous ai dit, je ne sais plus quand, que le Magic Loop ça me saoulait, que j'aimais pas ça, que ça me sortait par les trous de nez. Et en fait, eh bien, sur ce bonnet, j'avais pas trop le choix parce que j'avais pas du tout la bonne longueur de câble pour aller avec ces Xiaogu 2.5, puisque sur ce calibre là, il faut passer sur des câbles qui sont des câbles small. Donc, c'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est une catégorie de câbles différents, donc je ne pouvais pas faire autrement que de faire du Magic Loop. Donc évidemment, j'ai vrillé la première fois que j'étais en rond, mais j'avais commencé le soir, donc bon, bref, c'était pas forcément idéal. Mais j'ai repris le dimanche dernier, ouais, ce dimanche-là, ça devait être le 27, j'ai envie de dire le 27. Ouais, j'ai envie de dire le 26 ou le 27 septembre. Et depuis, voilà, tranquillement, c'est du GRD en rond, c'est hyper méditatif. Et hop. Alors, il y a tous les fils dans tous les sens. Mais voilà. Alors, ça va pas ressembler à ça, bien entendu, puisqu'il va y avoir le rabat et tout. Mais ça avance bien, moi, je trouve. Hop. Voilà. Cette couleur incroyable. Hop. C'est un bleu. Alors, ils appellent ça denim, je crois. Vous le voyez peut-être un poil trop vif, mais c'est pas évident, il fait pas hyper beau aujourd'hui, donc je pense que la caméra compense un peu. Alors, qu'est-ce que c'est comme laine? Qu'est-ce que c'est comme laine? Ah ah, le petit papier. Alors, c'est de la Camarose et c'est du mérino, 60% mérino, 40% baby alpaca. Donc autant vous dire que c'est d'une douceur absolument doucissime. Et ce qui est super, c'est que voilà, moi en me le passant sur la tête, ça ne me gratte pas le front, donc c'est plutôt une bonne chose pour un bonnet. Et au niveau du coloris, c'est Jeans Blas 1438. Et Jeans Blas, à mon avis, c'est l'équivalent de Blue Jeans quoi. Allez, fais le point, fais le point. Ah maille. Allez, voilà. Voilà, et donc j'ai une première pelote et j'en ai une deuxième parce que une ça n'est pas assez dans la mesure où je voudrais utiliser cette couleur là pour faire et l'intérieur et l'extérieur. Voilà, je vais vous le laisser bien longtemps cette fois-ci, wink wink. Voilà, j'espère que ça aura été suffisant. Voilà, et au niveau du coup de mes contrastants pour faire mes clémentines, j'ai décidé finalement, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée. Je vais prendre donc les clémentines, c'est le coloris Umber de Ted Knits que j'avais utilisé pour mon Gogo Dynamo. Voilà. Il est pas mal hein? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est pas tout à fait un orange clémentine vif comme dans la vraie vie, mais je trouve qu'avec le bleu ça va bien ressortir. Voilà. Après c'est des couleurs complémentaires, hein, le orange et le bleu, donc c'est pas étonnant que ça ressorte bien. Et au niveau des feuilles, je vais utiliser du coup ce vert là, qui est donc mohair et soie, c'est le Hermès de laine amourée, dans le coloris Noël sous les pins, que j'ai utilisé du coup dans mon replay. Et mince, alors, voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors peut-être que le bleu et le vert sont peut-être un chouille proche d'un point de vue contraste, mais je pense que ça peut le faire. Dans tous les cas,
je vais essayer, enfin j'ai essayé hein, de tricoter quelques mailles et je trouve que ça, on arrive à le voir. Voilà, au pire ce sera un low contrast ou au pire du pire je changerai de vert quand j'arriverai au vert si je me rends compte que ça ne me convient pas. Mais en tout cas c'est un vrai plaisir à tricoter. Normalement là il doit me rester peut-être une dizaine de rangs à faire avant de commencer à faire les diminutions pour la couronne et je suis quand même assez bluffée parce que finalement ça m'aura pas pris autant de temps que je craignais. Parce que voilà, c'est un bonnet dans un... Enfin, il y a deux bonnets dans un finalement. On est sur un tout petit calibre d'aiguille. Et finalement, voilà, c'est monté tout seul quoi. En plus, c'est du jersey quoi. C'est pas non plus le truc le plus passionnant de la vie. Mais, pour les raisons que j'ignore, voilà, il a monté vraiment à la vitesse de la lumière. J'ai hâte de passer à la partie jacquard pour voir le motif se révéler. Voilà. Et puis j'ai... Mais c'est marrant parce que je discutais avec Océane et elle me disait souvent on fait le premier parce que on est... Oh, tout s'en mêle, pardon. Voilà. Souvent on fait le premier parce qu'on est curieux de la construction. Et ensuite, c'est addictif, on a envie d'en faire plein d'autres. Et c'est vrai que là, je suis dedans et je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai envie d'avoir voilà, l'objet terminé, tout en prenant beaucoup de plaisir dans le processus. Mais c'est aussi un patron qu'on peut faire avec une sport, un fingering plus mohair, de la déca, et donc ça offre tout un panel de possibilités et je suis hyper curieuse de pouvoir après jouer avec ce que j'ai dans mon énorme stash pour créer d'autres versions pour moi, pour mon mari, pour ma famille, pour mes amis. Oui voilà, je suis extrêmement généreuse en ce moment, voilà. Mais surtout là, j'ai envie de faire celui-ci. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui, c'est la dernière section de ce podcast. On est le jeudi 2 octobre et le MCAL vient de commencer. Comme vous le savez, moi cette année je ne le fais pas parce que juste j'ai pas le temps de faire le MCAL en même temps que toute la communauté, mais je suis allée regarder la vidéo puisque le premier épisode est sorti, Clue One. Alors je n'ai pas regardé la vidéo en entier puisqu'elle dure 3h15, merci Steven. Après c'est une bonne chose puisque ça veut dire qu'on est vraiment pris par la main puisque 3 heures de vidéo de step by step c'est quand même assez conséquent et incroyable qu'il ait fait ça. Mais du coup je suis allée voir tout à la fin le résultat de ces 3 heures de knit along et c'est assez incroyable. Je vous en dirai pas plus si ce n'est que c'est assez géométrique. Moi ça me fait penser aux motifs japonais comme les éventails. Je vous mettrai une petite photo d'inspi comme ça. C'est pas le... Je vous spoile pas, mais voilà, moi ça m'a fait penser à ça et je suis curieuse de voir quelles vont être les étapes suivantes pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, ça a l'air assez complexe, mais je me dis que ça pourrait bien me plaire de réaliser cette partie-là. Voilà. Aujourd'hui, du coup, dernière section de ce podcast, on va parler inspiration et j'ai quelques petites choses sympas à partager avec vous. J'ai mon Insta à côté de moi et je vous le mets ici. Donc une des premières choses dont je voulais vous parler, c'est ces petites chaussettes. Je crois que je vous en ai pas parlé la dernière fois, j'espère, au pire. Voilà. Donc c'est les Snuggle chaussettes de Along avec Anna. Hop. Et ce qui est sympa sur ce modèle là, c'est le côté un petit peu volanté, un peu preppy, qui est voilà, très mignon. Après ça reste des chaussettes assez simples, c'est vraiment juste ce parti volanté avec, je pense qu'il y a le bord de la chaussette doit probablement avoir un espèce de rabat, donc ça c'est vraiment l'aspect un peu plus technique, mais voilà, je l'ai trouvé assez mignonne. Ça m'a fait penser à Sarah, petit bout de bricole, qui cherchait justement un patron de chaussettes avec cet effet volonté pour porter avec ses docks. Donc ça aurait pu être un modèle, mais bon, elle en a tricoté un autre qui est très joli aussi. Donc voilà.
Ensuite j'ai repéré cette écharpe que j'aime bien. Je suis un petit peu en réflexion sur les projets un peu accessoires que j'aimerais réaliser. Et celui-là me plaisait bien, il est assez simple mais en même temps suffisamment long pour être douillet. Et je trouvais que le jeu de texture était chouette avec du coup des œillets et ça fait comme un espèce de motif de chevron. Euh, donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Et je crois qu'elle se tricote en rond. Ouais, on voit ici qu'il y a comme une espèce de double... ouais, pas de doublure, mais comme si c'était un tube. Donc ça doit être en plus assez chaud. Et je me dis, pour des longues soirées d'hiver, à tricoter, ça peut être chouette. Voilà. Ensuite, il y avait ce joli patron de chaussettes de Len Publishing qui est un motif de feuilles qui se répercute de manière géométrique pardon, sur tout le pied. Moi, c'est typiquement le genre de patron qui peut faire peur parce que c'est sur toute la longueur du pied et même en dessous aussi, mais qui en réalité est faussement difficile. C'est-à-dire qu'il y a finalement peu de nombre de mailles de chaque couleur qui se suivent, ce qui fait qu'au niveau de la tension, je pense que c'est beaucoup plus facile à gérer que des motifs plus figuratifs qui du coup vont nécessiter des floats, donc des fils... comment ça s'appelle en français? Fils flottants. Beaucoup plus long et donc une tension plus difficile à gérer. Donc celui-ci il est assez chouette je trouve. Voilà. Et puis voilà. Je trouve qu'il fait un peu en effet waouh. Hop. Après il y a ce joli top qui est pour l'instant encore en cours de création par l'atelier à jour a priori. Ce que j'aimais bien sur celui-ci c'est le plastron qui a tout un jeu de torsade assez complexe mais vraiment hyper joli. On le voit mieux sur cette deuxième photo je trouve. Ce qui était sympa aussi c'est le choix de couleurs qu'elle a fait puisque il y a des speckles et je trouve que c'est toujours un peu compliqué. Enfin, si vous avez regardé mon podcast de la semaine dernière, enfin mon hors-série plongé dans mon stash de la semaine dernière, je vous parle un petit peu de ma difficulté à me projeter dans des laines avec des speckles. Et là, je trouve que ça rend bien en fait. Voilà. On arrive quand même à lire le motif de torsade. Et on voit aussi qu'il y a une torsade sur les épaules. Donc ça doit être quand même un tricot qui demande pas mal de concentration. Je ne sais pas si dans le dos il y a aussi ce même panneau de torsade. Voilà. Je suis moins fan de ce col cheliné mastoc. Voilà, je préfère quand c'est un peu plus fin. Mais j'aime bien cette hauteur là de col. Ensuite, on enchaîne sur ces chaussettes incroyables qui m'ont été partagées par une copine. Si tu passes par là, merci beaucoup. Elles sont incroyables, elles sont trop fun. Je ne sais pas comment elles gèrent le changement de couleur. Ah mais si. Ça doit simplement être que à l'endroit de la jonction des deux panneaux en fait, elles changent de couleur principale. Ça doit être juste ça, pas plus bête que ça, puisque c'est les mêmes couleurs qui se retrouvent de chaque côté. Là par exemple on a le bleu en fond et le rose en motif et ensuite on inverse. Ouais. Donc encore une fois c'est faussement compliqué parce qu'on n'utilise toujours que deux couleurs. C'est génial, c'est trop fort. Parce que dans ma tête j'étais en train de me dire elle fait un premier aller-retour et puis ensuite elle fait un rang raccourci puis après un peu à la manière de Steven West elle reprend les mailles de l'autre côté et elle refait tout. Non, ça va être bien plus simple que ça. Hyper fun. Hyper fun et du coup comme on a du jacquard sur tout le pied ça doit être hyper douillet et comme je vous le disais sur les chaussettes précédentes là, avec les motifs de fleurs c'est hyper géométrique, il n'y a pas tant de mailles de chaque couleur qui se suivent donc niveau tension ça doit aussi être assez faisable finalement. Oh, trop fun.
j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai vu ce patron-là. Alors, il n'est pas encore disponible, il est en cours de test si je dis pas de bêtises. Dans cette version, voilà, il est en fingering plus un fil de mohair ou de suri, mais je crois que c'est du mohair. Et je me disais, c'est pas mal pour mon combo de fil vert pesto là. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de plonger dans mon stash. On se rapproche un petit peu, on se rapproche. C'est pas encore tout à fait ça, mais on se rapproche. Après, l'autre jour, je me suis dit que j'avais très envie d'un zipper sweater et que mon combo vert pourrait être sympa. Et là, c'est mais alors plus du tout la même inspiration, la même idée, puisque le zipper sweater, c'est plutôt un truc très décontracté, un peu sport. Vraiment pas du tout l'esprit un peu romantique que j'imaginais initialement pour cette laine, mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci, il est assez incroyable. Ça a l'air d'être un panneau assez complexe et il y a du sous les manches. J'ai l'impression que c'est encore un autre point de... Je sais pas si c'est un point, si ça s'appelle le point de panier, mais j'ai envie de l'appeler comme ça parce que ça fait comme des croisements de paniers d'osier. Ah, là on le voit bien. Ouais. Ça doit nécessiter quand même pas mal de concentration pour faire ce modèle. Mais on ne s'ennuie pas. Il est beau quand même. Hein. Mazette. Et là, dans une couleur claire, on voit hyper bien les motifs. Pas sûr que sur un coloris sombre, ça se voit aussi bien. Oh, alors, celui-ci, c'est le Bao. Donc c'est un châle de, je crois que c'est Isabelle Kremer, sur son nom à elle de designeuse. Et donc vous pouvez probablement le retrouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien bien entendu dans la description. Il est superbe, donc full jacquard, mais toujours que 2 couleurs, donc plus facile à gérer. Pas besoin de s'embêter avec un échantillon. Il est assez modulable dans le sens où on peut partir sur que de la fingering, il sera plus petit, que de la déca, il sera plus grand. Un combo avec du mohair aussi. On peut faire les rayures blanches par exemple avec un fil de laine sèche et puis faire la partie colorée avec un fingering plus mohair. On peut rajouter plus de couleurs, on peut mettre qu'une seule couleur, on peut l'arrêter plus tôt, l'arrêter plus tard. Enfin vraiment il est hyper modulable et je trouve qu'il a un effet graphique un peu 70s que je trouve hyper chouette. Peut-être aussi qu'il peut être intéressant pour des calendriers de l'Avent. Donc vous prenez une couleur de base unie pour le fond, hein, ce qu'elle utilise ici pour faire la partie blanche, et puis ensuite pour chaque rayure vous prenez un mini. Alors la question c'est, est-ce que avec un mini on a suffisamment de fils pour faire toute une rangée quand on arrive au moment où le châle s'agrandit, hein, par définition? Je ne sais pas. Et ce que je sais pas, mais peut-être que ce serait expliqué dans la fiche Ravelry, c'est si on commence par la pointe, donc avec un nombre limité de mailles et puis au fur et à mesure on l'agrandit, ou si on commence par le haut et donc par définition, si on va dans l'autre sens, on a un très grand nombre de mailles au départ et ensuite au fur et à mesure on diminue. Ça je sais pas. J'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'inverse, qu'on part d'un petit nombre de mailles et qu'on finit. Et qu'on fait la bordure au départ ou qu'on la relève par la suite. À creuser. Mais je trouve qu'il est super chouette. J'ai vu passer aussi la robe de Kutova Kika. Alors, que dire sur celle-ci? Donc, première chose, c'est quand je l'ai vue, j'étais là, waouh, incroyable, elle est superbe. J'aime beaucoup
la répartition des différents points, je trouve qu'elle est assez élégante. Après, pour moi, elle nécessite de porter un fond de robe. Est-ce que je la ferais? Non. Je ne me vois pas du tout porter ça au quotidien, mais elle est trop belle. Elle est objectivement superbe. Voilà. Ça c'était quoi? Ah oui, ça c'est un reportage. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Et le truc que j'ai vu ce matin, c'est que Hobby Yarn a sorti une flopée de patrons d'inspiration plutôt finlandaise. Et je vais vous en montrer tout de suite le détail. Hop, voilà. Donc c'est sur le site de Hobby. Voilà. Et vous avez les patterns. Donc ils disent, tu vois, 8 patrons gratuits, 2 collections différentes. La première, Dorothea, est plutôt inspirée de motifs nordiques. Et l'autre, Tekla, va plutôt jouer sur une inspiration autour des rayures et comment est-ce qu'on modernise et on rend plus bold, plus frappante les stripes, donc les rayures. Donc là on a par exemple le Dorothea Cole qui doit être bien chaud, et le pendant du coup dans l'autre collection d'un accessoire pour le coup, c'est la Tekla Scarf, donc c'est des rayures, mais c'est des rayures qui sont un peu mince, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, ah si, qui sont un peu particulières parce qu'on arrive à voir qu'il y a des jeux de différents points au sein des rayures. Et je crois que c'est ça qui va être le fil conducteur sur cette collection là. Ce pull là qui a l'air absolument cosissime. Donc un raglan avec beaucoup d'ampleur et assez moderne. On retrouve toujours cette même organisation de motifs tout au long de cette collection Dorothea. Voilà, une autre... Ah, c'est encore un autre différent. Alors là sur les photos je vois pas hyper bien quelle est la différence entre celui-ci et celui-là. Ah bah celui-ci c'est juste un yoke, alors que celui-ci c'est un raglan. Voilà. Ensuite on a ici le bonnet Tekla. Moi ça ne m'inspire pas plus que ça, mais why not. On a ensuite les mittens, les moufles, plutôt de l'inspiration nordique. Le polo Tekla, alors celui-ci pour le coup je le trouve assez chouette, avec une petite patte de boutonnage au niveau de l'encolure qui fait un peu comme un polo. Ouais. Moi il me fait un peu penser à Cézanne celui-ci. Bah polo, voilà, tout simplement. On a aussi le Tekla Sweater. Alors là on voit à nouveau qu'il y a comme un effet d'optique un peu en fonction de comment on regarde le patron, puisque on a des jeux de texture au sein des rayures, et au niveau de la manche aussi on a une bande qui vient tout le long de la manche faire des rayures dans un sens différent. Ça va être assez fun à tricoter ça je trouve. Voilà, et c'est le dernier. Donc ça c'est 8 patrons qui sont gratuits, vous pouvez les télécharger directement depuis le site Hobby. N'hésitez pas à aller regarder sur Hobby, je crois que Massimi avait aussi fait des patrons qui sont du coup disponibles gratuitement. Parfois ils ont des trucs très sympas sur Hobby. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et c'est la fin du coup de mes inspirations du moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire c'est toujours un peu compliqué je trouve les outros, parce que voilà, ça fait un moment qu'on parle ensemble et ouais, je sais jamais comment dire au revoir proprement. Donc je vais vous laisser là, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez avancé sur votre taf, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'adore discuter avec vous. Et puis voilà, je vais vous laisser parce que moi aussi j'ai du taf. Et puis on se retrouve très vite à la semaine prochaine.